Bonjour à tous, c'est les gars du foot, j'espère que vous allez bien. Bon, les Norvégiens ils rament, mais croyez-moi que notre défense aussi elle rame. Salut à tous. Bon, on est là pour débriefer le match de l'équipe de France contre la Norvège, dernier match du groupe I. La France s'impose 4-1. Très beau match de la part notamment d'Ousmane Dembélé. On vous débriefe ça tout de suite et personnellement, j'ai un coup de gueule. Allez, avant de commencer, le petit score du Sénégal contre l'Irak qui a gagné 5-0 le Sénégal. L'Irak a pris un rouge à la 13e, donc après les Sénégalais ont déroulé, ce qui leur permet de passer à une différence de but de plus 2 sur le groupe. Et donc, potentiellement, pour l'instant, d'être dans les meilleurs 3e et de se qualifier en 16e de finale. Pour parler du match de France-Norvège, celui qui nous intéresse, j'ai été très surpris que la Norvège fasse autant tourner. C'est-à-dire qu'ils ont fait 10 remplaçants par rapport au dernier match contre le Sénégal. Donc vraiment, eux, ils étaient qualifiés. De toute façon, Haaland l'avait annoncé. Ce match-là, on s'en fout. L'équipe de France va gagner de toute façon, puis va gagner le mondial. Du grand Erling Haaland dans le texte. Et donc, du coup, la Norvège a complètement laissé passer ce match. Mais ça n'empêche pas pour l'équipe de France de s'être testée correctement et d'avoir vu ce qui allait ou ce qui allait pas. Effectivement, bon, vous l'entendez, j'ai la voix un peu cassée. Voilà, désolé. Mais effectivement, la Norvège a beaucoup fait tourner. Bon, toi, Vivien, tu l'as un peu mal pris. On est tous déçus, je pense, de pas avoir pu voir Haaland. Ouais, totalement. Dans un match comme ça, je trouve que les Norvégiens, justement, ils jouent la France, quoi. Ils sont pas qualifiés pour l'Équateur au dernier match. Non, mais je suis d'accord. Et ce dernier match avait de l'enjeu. Mais je peux comprendre la vision norvégienne. Comme ça, en fait, ils sécurisent leur buteur, ils évitent les blessures. Et surtout, même en perdant, ça casse pas leur dynamique parce que, entre guillemets, ils peuvent se dire, on a fait le choix de perdre ou on n'a pas joué à fond, donc ça entame pas totalement la confiance. Dans tous les cas, pour les Français, c'est très bien, comme tu dis, on a assuré. Toujours au moins une différence de 3 buts, de au moins 3 buts dans chaque match, donc c'est très bien. Ouais, ça fait confiance. C'est ça. Ça fait 10 buts marqués sur les 3 matchs et 2 encaissés, si je me trompe pas. C'est ça exactement, on fait le 9 sur 9, on prend un but un petit peu bête et on concède un penalty, on va y revenir. Bon, alors si on prend le match un peu chronologiquement, bon déjà bien sûr, Didier Deschamps n'était pas sur le banc, c'était Guy Stéphane. Le groupe était soudé derrière lui et était en mission pour lui, les mots de Tchouaméni. Ouais, exactement. Donc c'était Guy Stéphane sur le banc, il a joué son rôle, de toute façon moi j'aime beaucoup comme adjoint, on sait c'est un très bon adjoint. Très bel hommage au début du match, mine de rien. J'ai trouvé avec la minute de silence, le sélectionneur norvégien qui vient déposer des fleurs au pied du banc, j'ai trouvé ça très beau aussi. Donc voilà, au niveau de la composition de l'équipe de France, on était quand même sur une équipe globalement type. On avait juste Manu Koné qui prenait la place d'Adrien Rabiot et Maxence Lacroix qui venait remplacer du coup Saliba, pardon. Voilà, effectivement, c'est quand même important à noter. Excuse-moi, c'est quand même important à noter sur ça. C'est que Maxence Lacroix prend la place de Konaté pour l'instant dans le choix des défenseurs centraux. Bon, c'est vrai, on s'en doutait, mais effectivement, c'est avoué et assumé sur ce match-là. Et on avait ensuite quand même Théo Hernandez et Koundé sur les côtés, un double pivot du coup Tchouaméni, Koné, et en pointe, on avait toujours Mbappé, et du coup à gauche, entre Barcola et Doué, c'était Doué qui a été préféré. Donc voilà pour la compo. Ouais, le match débute très bien, dès la 23e seconde, une grosse frappe de Kylian Mbappé sur le côté qui est touché par le gardien norvégien et qui envoie ce ballon sur la barre. Donc ça mettait direct dans le bain la défense norvégienne et le feu follet Mbappé. Et ensuite on a eu une première mi-temps assez 100% bleu, malgré les erreurs défensives. Ouais, exactement. Alors moi, c'est ce que j'ai noté. À la 6e minute, on a Ousmane Dembélé qui vient du pied droit avec une super frappe sur une très belle passe de Kylian Mbappé ouvrir le score. Et effectivement, on a un bon pressing des Bleus avec une stratégie un peu différente. C'est pas un pressing 1 pour 1, c'est un pressing où ils vont laisser l'adversaire contrôler sur 2-3 secondes et aller se refermer autour de lui. C'est un pressing plus efficace. C'est différent de ce qu'on peut voir dans certains clubs, notamment au Paris Saint-Germain, mais c'est intéressant, notamment pour l'équipe de France avec ses joueurs très mobiles, capables de récupérer le ballon en une touche et de faire la différence sur un geste. Une bonne intensité, j'ai bien aimé. Les Norvégiens voulaient la mettre, mais étaient en dessous de nous techniquement sur la première période, ça s'est ressenti. Par contre, ils ont fait une bien meilleure seconde période. Et pour parler de ce pressing, justement, je confirme ce que tu dis, c'est-à-dire que même Mbappé, alors il est beaucoup décrié pour ça de temps en temps, et là aujourd'hui il a fait un très bon pressing, un très bon jeu sans ballon, j'ai trouvé Mbappé, donc c'est plutôt de bon augure. Il a pas marqué ce soir, mais il a quand même marqué des points. Toujours Mbappé est dans sa compétition la Coupe du Monde. À la 14e, on a Strand Larsen qui va faire un très bon contrôle, un contrôle haut avec un pied haut face à Dayo Upamecano. Ce sera la seule fois du match où Upamecano va être battu. On a une frappe avec une volée qui passe au-dessus, mais première belle occasion norvégienne. 17e, on a une frappe d'Mbappé sur le gardien. Et la 20e, Ousmane Dembélé qui vient mettre le doublé. En fait, c'est exactement le même but que le premier, sauf que c'est du gauche. Sur la première, il avait fait la même feinte, sauf qu'après, il repartait sur le pied droit, et là, il a juste tiré en première intention du gauche. Magnifique Ousmane Dembélé, très bon pour sa confiance.
Et à la 21e, une minute après, qu'est-ce qui se passe, Vivien? Eh ben, on n'est pas attentif sur le coup d'envoi. Hein. Je crois pas que ça arrive au niveau comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas attentif sur le coup d'envoi. Les Norvégiens attaquent directement. C'est-à-dire qu'ils passent sur le côté gauche et ça s'est magnifiquement fini avec une grosse feinte sur Upamecano avant de ce joueur-là norvégien. J'ai perdu son nom, si tu peux me le rappeler. Asgard. Voilà, c'est une grosse frappe sur Upamecano et il met le ballon à la droite de Mike Maignan et il le met ras de terre. Enfin, il y a rien à dire, un magnifique but. Exactement. Donc effectivement, on a vu au départ, quand l'engagement est rejoué, les joueurs français sont pas parfaitement placés. C'est une décompression. Guy Stéphane l'a avoué à la mi-temps. Hein. C'est une décompression, une déconcentration, un relâchement. Je pense que ça va servir de leçon. C'est très bien que ça arrive dans ce match qui est pas important. C'est ça, t'as raison. Attention à ça quand même parce que ça peut directement punir et même avec la Norvège, ça peut punir. Exactement. Bon, on va avoir la pause fraîcheur. Alors moi, j'avoue, je vais faire un léger coup de gueule. C'est pas ça mon coup de gueule, mais léger. Le principe des post fraîcheurs, je peux le comprendre. Ça peut être intéressant des fois, mais là, ça a cassé les rythmes en première et en deuxième mi-temps. Bon, voilà. Est-ce que t'en as pensé, Vivien, toi, en un mot? Ouais, de toute façon, ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Juste, je confirme ça. Je regardais le match avec mes cousins, on s'en fout. Mais en gros, je leur disais que finalement, il y a eu des sanctions sur quand les touches sont pas vite jouées, quand les joueurs ne sortent pas assez vite, etc. Parce que pour pas casser le jeu, etc. Et au final, au milieu des mi-temps, il y a des pauses fraîcheurs. Donc on sait très bien que c'est pour le business, mais c'est vrai qu'au final, ça va pas avec. Quoi. Exactement, c'est un peu particulier. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en commentaire? Je le dis. Bon, moi, au bout de 30 minutes, je note que forcément Dembélé est en feu et c'est très bien pour lui. Je note un très bon match de Manu Koné sur la première demi-heure et même sur tout le match. Ouais. Intensité, récupération, mouvement, porte le ballon, dribble, il a été partout, incroyable. Moi, je le veux titulaire. Ouais, je le veux titulaire aux côtés de Tchouaméni. J'adore Rabiot, très bien, très bon, mais là, Koné est parfait, Tchouaméni est trop important face à la défense. Les deux se complètent très bien, j'ai beaucoup aimé. Il faut, pour moi, je milite pour ce double pivot Koné-Tchouaméni. Ouais, et en plus, il y avait quand même plus d'adversité ce soir. Et alors, j'avais beaucoup aimé Koné Rabiot contre l'Irak, mais sans adversité. Et c'est vrai que ce soir, avec un peu plus d'adversité, c'est vrai que Koné correspond plus au jeu de Tchouaméni. Je suis d'accord avec toi. Koné, il y a un peu plus de vivacité encore. Rabiot, c'est peut-être encore plus fort techniquement et plus puissant peut-être. Mais Koné, c'est plus réactif, plus vif, plus rapide. Je préfère, et ça se complète très bien. Effectivement, les deux profils se complètent très bien. Là où Rabiot, Tchouaméni est un peu plus plat et peut-être un peu plus conservateur. Donc j'aime beaucoup Tchouaméni devant la défense. Ouais, exactement, j'aime beaucoup ce rôle de Tchouaméni devant la défense avec Koné qui peut porter. Donc j'ai beaucoup aimé ça. 32e, triplé d'Ousmane Dembélé, alors là, magnifique. Une aisance technique incroyable, les ballons d'or. Hein. Ouais. Une frappe légèrement dans la surface, une belle frappe du gauche, magnifique, franchement. Ouais, ça fait plaisir pour lui parce que ça confirme les quelques critiques qu'il a eu dernièrement avec que 7 buts en équipe de France depuis 2018. Là, il en met 3 d'un coup, donc c'est très bien. Il rejoint Mbappé au classement des buteurs. Ça se tire une bourre avec une bonne concurrence, etc. Donc tout va bien pour l'attaque de l'équipe de France. Exactement, très bien. Et là, je pense que l'attaque est lancée. Cette phase de poule, on fait le 9 sur 9, on s'est rassuré. Et permis peut-être de trouver le milieu de terrain et de valider une attaque avec une complémentarité rare et qui va encore se travailler. Mais très bien. Mais voilà, c'est la grande interrogation, c'est la défense et notamment nos latéraux. J'ai peur que dans un match avec un peu plus d'intensité et un peu plus d'enjeu, nos latéraux craquent complètement et se sabordent même. Hein, je dirais Jules Koundé et Théo Hernandez, c'est très compliqué. Surtout Jules Koundé, je trouve. En fait, le problème, c'est que Koundé, défensivement, ça va, mais offensivement, c'est inexistant. Et ouais, Hernandez, offensivement, c'est intéressant, et défensivement, c'est mauvais. Donc, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. C'est un peu les deux. Et tu vois, Koundé, je l'ai beaucoup défendu défensivement, mais là, de temps en temps, il est quand même fébrile, et tu sens qu'il est pas en confiance, en fait. Ouais, bien sûr, totalement. Et ça se voit dans son comportement, ça s'est vu aussi sur Konaté quand il est rentré sur le corner, la tête qui tirait, c'est exactement, ça se voit dans le langage non verbal. Je dis, si Deschamps veut vraiment continuer avec ces deux latéraux-là, faut qu'il fasse, entre guillemets, l'innovation tactique qu'on voit depuis quelques années. C'est-à-dire qu'avec possession, Koundé redescend en charnière et fait une charnière à 3. Ouais, voilà, en plus, il est défenseur central de formation. Et que Théo Hernandez monte en 8. Pour soutenir les attaques. Comme ça, en fait, avec ballon, on aurait, voilà, exactement contre Ulysse. Et qu'avec ballon, on a une charnière à 3 avec Koundé qui reprend ce poste de central qu'il connaît bien. Et, Théo qui est délesté un peu de ses tâches offensives. Et qui pourrait revenir sur les comptes. Je pense que c'est mieux, il faut arrêter de faire monter Koundé. Totalement. 43e, l'aile de pigeon dans le dos, super geste de défense de Dayot Upamecano qui a encore été une fois incroyable. Et d'ailleurs, moi sur cette première mi-temps, je retiens Dayot Upamecano, Manu Koné et forcément Dembélé. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment très bien. Je suis d'accord aussi avec toi. Et d'ailleurs, je trouvais, il va me faire mentir en deuxième parce qu'il a fait une bonne deuxième, mais je trouvais Maignan assez fébrile, notamment sur cette aile de pigeon.
je trouve que au moment où il sort, à chaque fois il hésite. Et notamment sur 2-3 corners, j'ai noté ça sur le téléphone, c'est que sur 2-3 corners et sur cette action justement où il y a l'aile de pigeon du défenseur français, il hésite. Voilà, après voilà, au bout d'un moment il va plus hésiter, il va se mettre en confiance, c'est pareil. J'ai confiance en lui de toute façon, mais c'est vrai que je l'ai pas trouvé très très rassurant. Ouais, je peux comprendre. Après, c'est que le début de la compétition, l'arrêt du Oui, oui. penalty va lui faire du bien, et ça Non, reste non, un c'est excellent clair. gardien, donc Mm. je te rejoins totalement. Deuxième mi-temps. 48e, donc retour de mi-temps exactement. Bien vu, Vivien. 48e retour de mi-temps, penalty. Du coup, c'est Théo Hernandez qui va se faire avoir en fait par Bob totalement. Mm. Après, Bob est un super profil, on va Oui, pas se le oui. cacher. C'est pas que de la faute de Théo, mais la défense est un peu grossière. Ouais, voilà. Arrêté par Mike Maignan. Et la deuxième mi-temps va être beaucoup plus faible que la première parce que j'ai noté les stats. À la première mi-temps, la Norvège avait fait 4 tirs, dont 2 cadrés. Et la France avait fait 14 tirs et 8 cadrés. Ouais. Et beaucoup moins en seconde mi-temps. Donc la seconde mi-temps a été norvégienne. Ils sont très bien revenus, honnêtement. Ouais, pour résumer un peu la deuxième mi-temps globalement, en vrai, c'est que les deux équipes étaient qualifiées. La France menait de plus de buts. Ouais, c'est ça. De plus 1, plus 2. La Norvège, bon, on avait bien compris que de toute façon, ça leur allait très bien d'être deuxième. Donc ça se regardait jouer. Et là, on avait vraiment affaire à une deuxième mi-temps où, comme on a souvent dans un troisième match de Coupe du Monde, où personne ne veut prendre de risques, pas se blesser, se mettre en confiance, etc. Donc ça joue à la baballe, ça fait des passes latérales et ça va à tout le monde, quoi. Totalement. Il y a eu une vraie gestion de la part des deux équipes. Après, la Norvège, moi, je me le suis noté. Hein. Ils sont bien revenus de la mi-temps. Ils ont fait des belles offensives. Oui, hein. oui. On voit qu'il y a du talent hein, quand même devant. Et encore, il n'y avait pas Haaland. Hein. Donc, c'est très bien. Après, il y a eu vraiment cette gestion avec 2 buts d'écart. De la part des Français et les Norvégiens, comme tu dis, ça leur allait très bien. Du coup, Guy Stéphane, l'équipe de France en a profité pour faire tourner un peu. Entrée de Cherki de Barcola sur Olise et Doué. Et Dembélé, pardon. Et après, on va avoir aussi Mateta et Gusto sur Kylian Mbappé et Koundé. Là, Donc, on a un peu fait tourner. Les remplacements, je sentais quand même le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Hein. Et même Mateta y est passé au final. Donc. Le problème, c'est que je dis ça, mais à côté de ça, je suis pas conquis. Enfin, après, tu vas me dire que c'est un. Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, personne prend des risques et tout, mais je suis pas conquis par les remplaçants. Hein. Déjà, je l'avais déjà dit. Oui, mais après rentrer dans un match où il y a une gestion des deux équipes, c'est plus facile. Oui, mais justement, je trouve que c'est pour marquer des points aussi également. Tu sais très bien que Gusto, il peut prendre la place. Enfin, il doit se dire, Jules Koundé est faible, je dois prendre sa place. Oui, c'est vrai, t'as raison. Gusto devrait peut-être un peu plus forcer. Après, je pense que naturellement, il le sait, il le voit bien. Des plans va rester sur Koundé. Oui, oui, mais attention que les remplaçants se disent pas, de toute façon, on sera pas titulaire. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment qu'il soit dans le truc de vouloir. Il les a mobilisés. Il a même fait rentrer Konaté. Donc il les a mobilisés. D'ailleurs, je pensais pas qu'on allait voir. Excuse-moi. Tu pensais pas qu'on allait voir qui, pardon? Je pensais pas qu'on allait voir Mateta. Je pensais que ça allait être un des joueurs, tu sais, comme on voit souvent, qui rentre pas du tout dans la Coupe du Monde. Et finalement, on a vu Mateta, donc ça m'a fait plaisir quand même. C'est bien de le mettre en jambe, oui, effectivement. Et c'est un profil physique qui correspondait bien par rapport au profil physique de la Norvège. C'est clair. Bon, moi, j'ai un coup de gueule. Justement, on fait rentrer des gens. Où est Warren Zahir Emery? Ah ouais, c'est vrai. Là, franchement, il pouvait rentrer dans le milieu de terrain, il pouvait rentrer même en milieu offensif droit, il pouvait rentrer en latéral droit. Franchement, c'est irrespectueux vu la saison qu'il fait de même pas le faire jouer là. Mateta, Konaté ont joué et pas Zahir Emery. Là, franchement, je comprends pas, il devrait rentrer, il devrait venir. Ça m'énerve. Je veux le voir. Je sais que Deschamps ne mettra pas titulaire latéral droit comme on le disait. Je sais qu'il rentrera sûrement pas dans ce double pivot parce qu'il a pas joué sur les matchs de groupe. Mais il doit pouvoir rentrer. En plus, il a une bonne énergie. Je le vois très bien rentrer comme ça. Et là, on va le perdre. On va le perdre si on le fait pas rentrer. Il faut justement le mobiliser. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je parlais d'un joueur. Je suis totalement d'accord avec toi, Pierre. Et d'ailleurs, je parlais d'un joueur qui rentrerait pas de la Coupe du Monde comme on a souvent. On avait eu Cabella en 2014. On avait eu Rami en 2018. En 2022, je me souviens plus. Mais j'ai peur que ce soit lui cette fois, malheureusement. Quand tu vois comment il est. C'est anormal. Je suis d'accord. C'est anormal. Et alors, bon, pour finir, donc à la 94e, on va avoir Désiré Doué sur une passe de Barcola, enfin un centre qui va venir la pousser au fond de la tête. Désiré Doué, donc 4-1, 94e. C'est bien pour lui, ça sauve un peu son match, honnêtement, Vivien, non? C'est ça, exactement, ça sauve son match parce que je l'ai trouvé très... Dans ses dribbles, il les a beaucoup forcés, notamment au moment le sombrero qui tente. Il a beaucoup forcé ses dribbles, il avait du mal un peu à revenir, à aider Théo. Ce soir, il a moins aidé Théo. Ce soir, il était un peu perdu et un peu en dessous. Après, ça arrive, hein, voilà. Mais il sait, je pense, qu'attention, parce qu'il doit savoir aussi dans sa tête qu'il est en concurrence constante avec Barcola. Autant on parlait de Cherki, Gusto et tout qui seront pas titulaires, autant Barcola, Doué, Didier Deschamps et Guy Stéphane hésitent beaucoup sur les deux profils. Oui, je pense qu'on peut jouer avec les deux, c'est pas choquant. Les deux apportent des choses différentes. Après, effectivement, c'était un match, alors c'est pas un match catastrophique, hein, c'est la moyenne, c'est 5 sur 10, je dirais, tu vois. Oui. Il a pas été très bon, il a pas été mauvais non plus, il a juste été neutre. Je dirais que un footballeur, c'est jamais de toute façon parfait sur tous les matchs. Regarde Dembélé,
pas très bon sur les 2 premiers, il a mes triplés. Le seul qui pour moi est mauvais et en tout cas pas très intéressant sous-exploité ou qui n'est pas assez bon pour moi, c'est Koundé, et lui c'est depuis le début. Donc pour moi c'est lui qu'il faut changer. Doué qui reste titulaire ou pas, c'est pas un gros problème, mais j'aurais tendance à quand même le laisser parce qu'il a un profil très complet qui vient bien compléter cette attaque à 4, je pense. Je suis d'accord avec toi. Le mot de la fin, Vivien, qu'est-ce que tu dirais pour conclure ce match? C'est très bien, c'est rassurant de prendre 9 points sur 9, d'avoir marqué 10 buts, d'en avoir pris que 2. Mine de rien, parce qu'on parle beaucoup de la défense, mais finalement on a pris que 2 buts en 3 matchs. Donc pas contre des équipes énormes offensivement, même si ça pouvait jouer. Donc voilà, on se retrouve pour le 16e de finale dès mardi prochain à 23h. Exactement. Et penalty arrêté. Et mine de rien, ça c'est important. On connaît les séances de tir au but, on sait que Loris c'était pas son fort. Et là, on a déjà une graine dans la tête. Face à une Norvège qui a fait tourner, mais qui était pas mauvaise du tout. Non, On a vu quand même une bonne équipe. C'est bien de s'être rassuré, d'avoir fait jouer tout le monde, sauf Zahir Emery. Donc effectivement, rassurant, je suis d'accord avec toi. Bravo Ousmane Dembélé, ça lance sa Coupe du Monde. Et je pense qu'offensivement, on fait peur à tout le monde. Surtout, regardez-moi bien. C'est ce que j'allais dire. Faites-le. On vous le demande tout le temps, vous le faites pas tout le temps. Abonnez-vous, prenez une seconde s'il vous plaît. Abonnez-vous, on travaille beaucoup pour vous. Vous allez voir au-delà des matchs d'équipe de France, tout ce qui arrive sur la chaîne. Donc abonnez-vous. Merci beaucoup. On compte sur vous, bonne soirée.